Alors, principes généraux du droit. Vous y voyez bien ou pas? Alors, la hiérarchie des normes en France et en Europe. Donc, ce qui compte en premier, c'est tous les traités internationaux. L'ONU, l'Europe, les traités binationaux, trinationaux, etc. Par exemple, ici on trouve quoi? Un texte qui vient de l'ONU, qu'on a fêté les 30 ans il n'y a pas longtemps. Les droits de l'enfant. La Convention des droits de l'enfant, c'est un traité international qui s'applique donc à tout pays du monde qui l'a signé. Ensuite, en France, le texte fondamental, c'est la Constitution. C'est là que c'est la base de toutes nos lois, en fait. Et la Cour constitutionnelle, son travail, c'est de vérifier que la loi qui a été votée correspond à la Constitution. Si ça ne bafouille pas des droits constitutionnels des Français. Ensuite, on a des lois. Alors là, on en a une pelletée. Mais une loi n'est applicable que si elle a des décrets d'application qui ont été pris. Exemple de forage complet. Loi sur le handicap. La loi date de 2005. Les décrets datent de 2015. C'est-à-dire que pendant 10 ans, la loi handicap n'était pas applicable. En dessous des décrets, on a des arrêtés. Alors les arrêtés, plusieurs niveaux. Un ministère peut en émettre, un département, une région, un maire. Tout cela émet des arrêtés. Alors à chaque fois, vous voyez, en fait, on est sur des précisions. En dessous de l'arrêté, on a des règlements et des circulaires. Donc une circulaire a évidemment une valeur législative nettement moindre qu'une loi. D'accord? Et si une loi contredit un traité international, eh bien la loi n'est pas applicable. Parce qu'il y a un traité international qui dit que lui, ben ça ne marche pas. C'est bon? Alors dans le Code du travail, on trouve un code, c'est un ensemble de textes législatifs et réglementaires, donc les lois, les décrets, les arrêtés, qui concernent le travail. En dessous du Code du travail, on a les conventions collectives nationales. Par exemple, convention collective de l'animation, ou du tourisme social, ou des EHPAD. Ça, c'est les syndicats d'employeurs et d'employés qui se sont mis d'accord sur des arrangements liés à leur métier. Alors, une convention collective nationale ne peut pas être pire que la loi. Elle peut être que mieux. Par exemple, vous pouvez trouver une convention collective où, eh bien, il y a des congés supplémentaires par rapport à ce que la loi prévoit, par exemple. Et ensuite, on peut avoir des conventions collectives à tous les niveaux. Région, département, local, par entreprise. Vous voyez, par exemple, il y a des chances qu'il y ait une convention collective pour Michelin, qui soit applicable dans toutes les usines Michelin. Ensuite, il y a un contrat de travail. Le contrat de travail, en droit, il a force de loi, comme tous les contrats. Vous voyez, un contrat, c'est au niveau d'une loi. Si vous l'avez signé, ce qui est écrit, et qui n'est pas illégal, est applicable. C'est pour ça qu'il faut lire ces contrats. Hein. Tous. Même ceux sur lesquels vous vous engagez sur Internet, là, vous savez. C'est des contrats que vous signez. Hein. Quand vous signez les conditions générales de vente, c'est le contrat qui vous lie avec le site. Sur Facebook, quand vous inscrivez, ils vous donnent les conditions. Ben, c'est leur contrat à eux. Vous êtes censé l'avoir lu. Et vous n'avez pas le droit, en France, de dire « Ah ben je savais pas ». C'est pas une excuse. En France, l'ignorance n'est pas une excuse. En dessous du contrat de travail, on a les accords de branche. Alors, de branche.
Donc, accord de branche. La branche animation, oui, alors, peut faire une convention collective nationale, mais peut aussi se mettre d'accord entre eux. Les accords d'entreprise, d'établissement. Alors, on distingue entreprise et établissement. L'entreprise, je prends Michelin, et l'établissement, ça va être le site de Cournon, par exemple. Un établissement, c'est un site. Et en dernier lieu, ouais. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est les accords de branche? Les accords de branche. Donc, c'est les syndicats d'une branche d'un métier qui se mettent d'accord. Par exemple, depuis 2017, il existe un contrat de chantier qui, pour être mis en place, doit relever d'un accord de branche. Donc, évidemment, c'est un contrat qui est habituel dans le bâtiment, puisque l'idée, c'est que je t'embauche le temps du chantier. Et quand le chantier est fini, terminé. C'est un genre de CDD, mais dont le terme est défini par la fin d'une opération. Quand le bâtiment est fini, ton contrat est fini. C'est un peu comme une soldat intérim, en fait. Ouais, ou de cadre, un peu. Ouais. Voilà. Il y a une mission à remplir, tu es en contrat tant que la mission n'est pas faite. Et quand c'est fini, c'est fini. Mais ça, il faut l'accord de branche. Alors, dans l'animation, vous voyez, il n'y a pas eu d'accord de branche encore, pour le contrat de chantier. Donc, il n'est pas applicable. La loi permet qu'il existe, mais pour l'instant, ce n'est pas applicable dans l'animation. Et en dernier lieu, les us et coutumes de l'entreprise et des salariés. Les us et coutumes. Alors, les usages et les coutumes. Par exemple, j'arrive, eh bien, je bois mon café. Ça, c'est une coutume de l'entreprise. Vous voyez, j'ai le temps, en arrivant au travail, de prendre 10 minutes pour boire un café avec tout le monde. Ce n'est pas une règle écrite du droit, mais c'est la manière de faire dans l'entreprise. Et si jamais l'employeur veut le changer, il doit vous prévenir au moins 6 mois à l'avance. Voilà. Donc on ne change pas une coutume de l'entreprise comme ça. Alors, il y a les coutumes d'entreprise, puis il y a les vôtres. Moi, je prends ma pause clope à 10h10. Ça, c'est votre coutume à vous. L'employeur est parfaitement libre de vous dire, écoute, la pause, normalement, c'est à 10h30. Donc ta clope, ça attendra 10h30. D'accord? C'est bon pour ça ou pas? La justice veille au respect des lois et garantit les droits de chacun. Elle est rendue au nom du peuple français. De la Révolution française, la justice garde 2 types de juridictions. Les ordres judiciaires et administratifs sont séparés. L'ordre judiciaire règle les litiges entre les personnes privées, comme un particulier ou une société, ainsi que les infractions à la loi pénale. L'ordre administratif, lui, est compétent dès qu'une personne publique est en cause, une municipalité ou un service de l'État. Il intervient dans les litiges entre les personnes privées et publiques ou entre personnes publiques. Pour veiller à cette séparation, le tribunal des conflits a été institué. Il tranche les conflits de compétences entre les 2 ordres. Quand une affaire est jugée pour la première fois, c'est la première instance. Les juges examinent les faits et appliquent la loi. Les plus connus sont la cour d'assises ou encore le conseil de prud'homme. Mais il existe d'autres types de tribunaux. Pour trancher les litiges, les juridictions civiles sont compétentes. En revanche, ce sont les juridictions pénales qui sanctionnent les atteintes aux personnes, aux biens et à la société. Pour les juridictions civiles, le tribunal ou le juge compétent change selon la nature de l'affaire et le montant en jeu. Certaines matières spécifiques sont examinées par des juridictions spécialisées. Devant les juridictions pénales, c'est le type d'infraction qui définit la juridiction compétente. De la moins grave à la plus grave, la contravention, le délit, puis le crime. Pour
Pour les personnes poursuivies qui ont moins de 18 ans au moment des faits, un régime spécifique s'applique, la justice des mineurs. Une affaire peut être jugée une deuxième fois si le justiciable n'est pas d'accord avec la décision rendue en première instance. C'est le principe du double degré de juridiction. La cour d'appel est compétente. Elle apprécie les faits une seconde fois et vérifie que la loi a été bien appliquée lors du premier jugement. On dit qu'elle juge en fait et en droit. Dernier recours possible contre une décision, le pourvoi en cassation. La Cour de cassation est la juridiction suprême de l'ordre judiciaire. Cette juridiction ne rejuge pas l'affaire une troisième fois. Elle vérifie uniquement que la loi a été correctement appliquée sans apprécier les faits. Elle est juge du droit. Elle fait en sorte que la loi soit appliquée de la même manière par tous les tribunaux. Elle assure donc l'unité de la jurisprudence judiciaire. Distincts des tribunaux judiciaires et indépendants de l'administration, ces tribunaux sont compétents pour la contestation des actes administratifs. Que l'affaire oppose une personne publique à une personne privée, ou encore différentes personnes publiques entre elles. Impôts, élections municipales, permis de construire, les tribunaux administratifs sont les premiers juges à examiner les recours contre les décisions des collectivités territoriales et de l'État. Un recours est possible contre les décisions des tribunaux devant la Cour administrative d'appel. Au sommet de l'ordre administratif se trouve le Conseil d'État. Il est seul compétent dans des cas exceptionnels, comme les recours contre les actes du gouvernement ou certains appels contre les décisions des tribunaux administratifs. En tant que juridiction suprême, il vérifie également la bonne application de la loi par les juridictions. Il assure donc l'unité de la jurisprudence administrative. Toutes ces juridictions, et il en existe d'autres, forment la justice française. Que faut-il retenir ? Il y a deux types de juridictions. Les tribunaux judiciaires jugent des litiges entre citoyens et les infractions. Les tribunaux administratifs, eux, examinent les affaires où une personne publique est en cause. Ensuite, à chaque affaire son tribunal. Les juges apprécient les faits et appliquent la loi. C'est la première instance. Une affaire peut être jugée une deuxième fois, en appel. Enfin, une juridiction de cassation vérifie que les juges ont correctement appliqué la loi.